Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, on se transporte à Québec dans la région de Limoilou avec Jean-Pierre Allard de la distillerie Stadaconé. Salut Jean-Pierre. Salut Patrick, ça va bien? Oui, toi? Oui, fait que comme tu vois, j'ai pas triché, là, ma coupe de cheveux est vraiment en mode confinement, ça doit faire 3 mois. Ouais, moi aussi, ça n'a jamais été aussi long que ça. Là. Vous autres, comment vous avez venu l'idée de partir ça, de distillerie? Vous êtes 3 gars là-dedans? Oui, un 3 gars. Dans le fond, je te dirais, on est 3 cofondateurs. Moi, je suis dans le fond l'instigateur du projet, donc l'idée un peu de base. Mais c'est sûr que toute l'exécution, la réalisation, c'est vraiment un travail d'équipe des 3 personnes. Dans le fond, moi, depuis que j'avais 17 ans, que j'ai toujours voulu avoir une entreprise. C'est vraiment un rêve depuis toujours. Puis, moi et Jonathan et Alexandre, les 2 autres cofondateurs, on travaillait à la même entreprise qui a connu une croissance incroyable. On est passé de 35 employés à 1000 employés en 10 ans environ. Okay. Donc, ça nous donnait un peu le courage et le goût de dire, OK, nous autres ici, on part notre propre bateau, on va faire notre propre aventure. J'ai décidé d'aller dans ce domaine-là parce que depuis toujours, en fait, ça m'intéresse, que ce soit la bière, que ce soit les spiritueux. J'avais un travail qui m'amenait à voyager beaucoup à travers le monde. Puis souvent, tu sais, des fois, quand tu voyages pour le travail, tu n'as pas tant de temps que ça. Tu sais, souvent, le monde me dit, ah, tu as vu telle place, ouais, je peux mettre une pin sur la carte, mais c'est pas comme si je l'avais vu. Mais pourtant, dans le petit demi-journée que je pouvais avoir le dimanche après-midi avant de commencer ma semaine, ben, j'allais voir des fois des distilleries. En Irlande, j'allais voir du Jameson. Au Brésil, j'allais voir des distilleries qui font la cachaça, etc., etc. Donc, même au Kentucky, pareil. Donc, c'est toujours quelque chose que ce soit des brasseries, des distilleries, ça m'a toujours intéressé. Puis ça vient de loin. À l'université, je m'occupais du contrôle de bière entre la faculté de génie de Sherbrooke et Unibrou. Fait que, on revient là en 96, à l'époque où il y avait Labatt, Molson, puis Unibrou était le 3e joueur qui commençait à peine, qui avait 1% du marché. Puis pendant 3 ans, je m'occupais de ce contrat de bière-là. Donc, tout le côté de dire on a un produit local, il y a une espèce de folklore derrière ça. Tu sais, chaque bouteille d'Unibrou, il y avait une histoire derrière qui nous parlait de l'histoire du Québec. Donc, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant. Puis aussi, qui nous amenait des nouvelles saveurs. Si on partait des bières blondes puis des foies rousses à des bières belges, des bières, tu sais, comme mettons la maudite, toutes des choses vraiment j'ai toujours admiré ça. Et j'avais comme rêve de partir une brasserie. Puis j'ai fait de la bière à la maison, j'ai même fait du cidre là, en cueillant les pommes, en faisant tout de A à Z. Mais finalement, j'ai décidé de partir une distillerie parce que au moment où là, j'avais plus l'argent, le goût, pas l'argent, on ne l'a jamais vraiment, mais en tout cas, le courage, mettons, de le faire, ben les distilleries commençaient à partir. Fait que je voyais que, bon, on pouvait en avoir. Puis, surtout, il y a une loi qui venait de changer qui permettait de vendre à la distillerie. Puis de là, étant donné que moi, souvent, dans mes voyages, j'avais souvent découvert pas juste un produit dans un bar, mais vraiment, j'avais découvert, dans le fond, comment on dit ça, un endroit, tu sais, dans le fond, un accueil, tout ça. Je voyais le projet dans son ensemble. Tu sais, je ne voyais pas juste dire on va faire des produits, je voyais aussi comment on va accueillir les gens. Tu sais, pour moi, c'était vraiment important le côté un peu agro-touristique, si on veut, que les gens viennent te voir. Donc, jusqu'au début du projet, j'avais une conjointe qui est en tourisme. Puis elle me parlait souvent que maintenant, les touristes, ou tu sais, même les touristes locaux, donc quand on parle d'activité quelconque, bien, ils ne veulent pas juste maintenant avoir vu quelque chose, ils veulent avoir vécu une expérience. Fait que là, l'idée est venue, bon, comment qu'on pourrait faire que ce ne soit pas la visite traditionnelle, qu'on te nomme des équipements, tu ne comprends pas trop ce qu'ils te disent, tout ce que tu veux, c'est boire à la fin, puis tu t'en vas. Je disais, comment faire pour que les gens s'en rappellent vraiment? Donc,
j'avais commencé à jouer à des jeux d'évasion avec mes enfants dans la ville de Québec. Puis là, je trouvais ça vraiment trippant. Fait que j'ai moi, qu'il y ait un petit jeu d'évasion au début, que les gens y arrivent, puis là, ils ne verraient rien de la distillerie. Puis c'est comme on leur dirait, il y a un passage secret vers une distillerie cachée, il faut que vous le trouviez. Ça, c'était l'idée de base. Puis finalement, ça a un petit peu changé, mais finalement, c'est un peu ça qu'on offre à la clientèle. On a un jeu d'évasion qui est sur notre thématique des explorateurs de Jacques Cartier qui est arrivé, avec le scorbut, tout ça. Donc, la moitié de la pièce, c'est une maison longue amérindienne. L'autre moitié, c'était dans le bateau, peut-être de Jacques Cartier, ou en tout cas, on dit qu'on est rendu au 4e voyage. Fait que les gens, pendant 15 minutes, ils font un vrai jeu d'évasion avec 5 énigmes à résoudre, jusqu'à 8 personnes. Ensuite, ils se transportent on les amène dans la distillerie où là, on essaie de faire le plus possible une vulgarisation, pas juste nommer des choses, mais vraiment expliquer comment on part d'une bière jusqu'à un whisky, comment on fait du gin, etc. Et après, on revient dans la boutique pour faire déguster les 3 gins. On a essayé d'autres ordres, là, comme faire déguster au début, mais ce n'était pas une bonne idée. Personne ne réussissait à jeu d'évasion. C'est un peu ça le projet. Fait que quand j'ai eu cette espèce d'idée-là, j'ai fait un PowerPoint, puis Jonathan, Alexandre, qui étaient des collègues, je restais pas loin de chez Alexandre, donc à un moment donné, on prend une bière, puis je leur parle un peu de mon projet. Mais tu sais, un projet, quand tu es tout seul, c'est rien qu'un projet. Parce que c'était un peu impossible d'avoir toutes les qualités, les talents. Donc, finalement, en s'alliant ensemble, là, finalement, ça a fait en sorte que Jonathan, lui, c'est un côté artiste, que c'est lui, finalement, qui a développé les produits. Alexandre, lui, c'est en marketing, donc lui, toute la stratégie, toute l'image de marque qu'on a. Puis, moi, c'est, au fond, plus au niveau des ventes, puis principalement ça, parce que j'étais au développement des affaires où je travaillais avant. Fait que là, tu sors de ta petite bière avec tes chums, puis vous lancez. Ça a été quoi comme le plus gros défi ou la plus grosse embûche, mettons, que vous avez pogné sur votre chemin? Je te dirais que c'est le financement. Parce que au départ, j'avais comme rencontré d'autres distilleries qui me disaient, tu peux partir, je ne sais pas, moi, avec un certain montant, là, je pense 150 000, 200 000. Puis là, j'avais comme quelqu'un que je connaissais qui voulait investir. Mais après ça, quand j'ai embauché un architecte pour tout faire les améliorations nécessaires pour passer le permis de la régie, là, moi, j'ai pogné un architecte vraiment, là, by the book, comme on dit là, en anglais, qui m'a sorti des tonnes d'affaires, qu'il fallait, des murs à plancher en époxy, des murs antibactériens, un drain pour ci, un drain pour ça. Puis là, finalement, le budget est fait x10. En fait, fait que là, c'était vraiment, tout d'un coup, tu te dis, moi, je pensais à faire un projet avec 150 000, 200 000, puis là, tu te dis, c'est plus 1 million. Fait que ça a été vraiment quelque chose qu'il a fallu que rapidement, je transforme ça en quasiment comme pas une coop, mais une espèce de projet qui embarque beaucoup d'investisseurs. Fait que finalement, on a 40 personnes. Fait que j'ai passé là, à peu près 75 soirées. J'appelle ça faire des soirées Tupperware, où, au fond, on faisait goûter nos échantillons qu'on commençait à avoir. On expliquait le projet aux gens pour que finalement, ils achètent des actions et qu'ils deviennent des investisseurs, puis donc des copropriétaires comme nous. OK. Et c'est ça. Là, tu as eu de l'aide financière des investisseurs, mais est-ce que tu as eu de l'aide? Tu parlais des autres distilleries qui t'ont aiguillé un peu au début, mais c'est un marché qui est assez neuf au Québec. Il n'y a pas tant d'expertise côté distillerie. Comment tu es allé chercher tes ressources, ton aide? Différentes façons. Dans le fond, il y a des consultants actuellement sur le marché qui travaillent pour t'aider. Première des choses, c'est qu'on a commencé à faire un cours de distillation, cours débutant, avancé, tout ça. Puis le professeur du cours, il s'est trouvé aussi être un consultant pour nous, pour nous aider à faire des processus, etc. Ensuite, il y a Pierre du Nord, André Trudeau, que tu as eu en entrevue il n'y a pas longtemps, qui se trouve à être le cousin d'un de mes amis d'université. Puis, donc, lui, il nous a quand même pas mal aiguillé. Souvent, j'avais des questions sur la régie des courses, des jeux, des alcools, sur des questions sur la SAQ, toutes les technicalités au départ pour avoir tous tes permis. Lui, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc, puis il y avait aussi Vice Vertu à Saint-Augustin que j'étais allé visiter, qui m'avait quand même donné une couple de conseils. Donc, c'est ça. C'était pas mal un réseau comme ça de gens qui sont quand même très généreux. C'est quand même une industrie. Qu'est-ce qui est le fun de cette industrie-là? C'est que les gens, ils
ne te voit pas nécessairement comme un compétiteur. Tu te vois plus comme quelqu'un d'autre qui va apporter le côté produit local. Puis donc, finalement, pour les compétiteurs, c'est plus dire les gins anglais, mettons, ou internationaux. Puis dans le fond, c'est ensemble, les produits locaux, on est plus là comme étant toute la même gang, que c'est comme si on se dit, ben, plus que, si moi, j'ai une personne de plus qui attire des gens vers les produits locaux, ben après ça, les gens qui ont acheté mon produit, ils risquent d'acheter un autre produit québécois. Donc, finalement, on s'aide les uns les autres. OK. Ouais, ben, c'est vraiment ce que j'ai remarqué depuis le début des entrevues, là, c'est que vraiment, vous vous tenez. Oui, il y a les associations, mais même en dehors de l'association, entre vous autres, là, souvent, vous vous aidez. Fait que c'est vraiment cool, ça. Et fait que là, vous avez 3 gins en ce moment, bleu, rouge, noir. Stadaconé, rouge, bleu, noir. Puis, comment vous est venue l'idée de vraiment tel type de produit, je vais prendre tel aromate? D'où c'est parti de tout ça? Mettons qu'on parle du premier ou comment ça marchait? Vous avez fait plein de tests, puis là, vous avez sorti des couleurs, des noms après? Oui, bien dans le fond, tu sais, il y a eu 2 choses. C'est que, on avait vraiment le désir d'avoir des produits qui représentent, dans le fond, la flore québécoise. OK? Mais en même temps, bien, à mesure qu'on parlait avec des marchands, tantôt tu m'as dit qui nous a aidés, bien, en fait, j'ai oublié de mentionner même des distributeurs d'épices, comme il y en a un local ici à Québec qui s'appelle La Route des Indes. Le propriétaire, parce que c'est une petite entreprise, bien là, lui, il traitait, il nous donnait des suggestions d'épices, mais qui n'étaient pas toujours des épices du Québec. Mais nous, au départ, on voulait avoir des produits québécois. Fait que là, on s'est dit, bon, comment on peut un peu classer ça? Parce que, tu sais, évidemment, tu le sais, tout le monde le sait, tout le monde connaît un peu le gin, tu peux y aller dans les fleurs, tu peux y aller dans les fruits, dans les plantes. Au Québec, ce qui est très populaire, c'est les gins boréales. Donc, là, on s'est dit, bon, ce serait le fun d'avoir un boréal, ce serait un peu comme, tu sais, l'entrée, les gens comme ça ne sont pas trop perdus quand ils essayent lui. Sauf qu'on s'est dit, comment on peut être différent? Bien là, on est allé, ça se trouve être le Stadaconé bleu, qui a du thé du Labrador, thé des bois, mais tu vois, il y a, puis poivre des dunes, c'est tous des produits qui viennent de plantes ou d'herbes qui poussent dans la forêt boréale, mais on n'est pas, il n'y a aucun, je n'ai pas parlé de sapin ou quoi que ce soit. On s'est dit, il y a tellement de gins déjà qui prennent des morceaux d'arbres. Nous, on va y aller juste dans plantes et herbes. Donc, c'est un petit peu plus frais. Fait que ça, c'était lui. Parce que comme nous, notre désir, c'est toujours de faire des choses différentes des autres. Après ça, ben là, le rouge, qu'est-ce qui n'est pas, quel fruit qui est définitivement, à fond, québécois, ben c'est la canneberge, parce que dans le fond, c'est vraiment les Amérindiens qui appellent ça la toca, qui ont vraiment introduit ça aux colons. Donc, la canneberge, je trouve que ça représente vraiment bien un fruit indigène au Québec. Donc, le rouge, il y a une macération de canneberge. Et également, il y a la fleur de sureau. Ce qui fait que le rouge est le fun parce que tu le sens. Tu as l'impression que ça va être un gin floral parce qu'il va sentir la fleur de sureau. Puis, une fois que tu l'as en bouche, ben là, tu as un mélange de poivre rose et de canneberge. Donc, pour nous, fleur de sureau, canneberge, c'est vraiment 2 éléments forts québécois. Puis, finalement, ben là, on était quand même tentés par plein d'épices non québécoises. Mais là, nous, le Stadaconé, ben, en fait, je n'ai pas expliqué au début, mais Stadaconé, ça se trouve être quoi? C'est le nom du village iroquois que Jacques Cartier avait rencontré dans son 2e voyage, puis 3e voyage, ce qui s'appelle maintenant Québec. Puis donc, j'imagine que tout le monde qui fait son cours d'histoire ou quand vous avez des jeunes secondaires, vous allez revoir encore Stadaconé, qui était le village iroquois que Jacques Cartier avait écrit sur la carte. Ben, on voulait toujours être dans cette thématique-là parce que nous, on est à 500 mètres d'où le village de Stadaconé était. Donc, puis on est à 500 mètres aussi de le campement où Jacques Cartier a fait son premier hiver. C'est vraiment physiquement un endroit vraiment riche d'histoire. Peut-être que si on creuserait en dessous de moi, on trouverait des artefacts. Fait que là, bref, là, on était un petit peu en conflit d'intérêts parce qu'on se disait, là, on voudrait utiliser des épices qui viennent d'ailleurs, mais notre projet, c'est d'être tous comme québécois. Fait que là, on s'est dit, bon, comment on pourrait bien twister ça parce qu'on voulait rester dans notre thématique. On s'est dit, dans le fond, Jacques Cartier, il a toujours pensé qu'il était en Inde. Parce que lui, ses 3 voyages, il pensait vraiment qu'il avait atteint l'Asie, les Indes. On s'est dit, mettons que c'est vrai, mettons qu'il avait vraiment trouvé un passage vers le Pacifique, bien là, ça aurait été ces épices-là. Donc, on est allé avec le noir avec la baie de Tasmanie qui vient d'Australie. Qui est assez particulière. Puis ça, c'est vraiment justement un distributeur d'épices qui m'a fait découvrir. Après ça, il y a la feuille de Combava. Le Combava, c'est un arbre qui fait la lime café. Souvent, les gens vont plus mettre la lime, mais on met la feuille.
Puis ça, cette feuille-là, on ne la met pas dans l'alambic avec, mélangé avec l'alcool. On le met dans un autre endroit qui s'appelle le panier à épices. Ça, c'est quand que l'alcool part en vapeur. La vapeur passe au travers des épices que tu as mis dans le panier à épices. Puis là, on appelle ça de la vapodistillation. Puis là, c'est des huiles essentielles que tu viens chercher. Les gens qui font des parfums, c'est le même principe. Ce qui fait que ce goût-là, ben, quand tu as le gin en bouche, tu goûtes à ça et toutes les autres épices qu'on a pu mettre, mais lorsque tu l'as avalé, les huiles essentielles, les autres, ils restent collés sur ta langue plus longtemps. Fait que là, tu te mets à goûter à la citronnelle en finale, une fois avalé, 4-5 secondes après. Fait que là, bref, le noir, lui, on est vraiment dans l'exotisme. Il y a une seule épice qui vient du Québec, c'est la coriandre. Tant qu'à prendre de la coriandre, vu que ça pousse au Québec, on achète la coriandre. Elle nous coûte un peu plus cher, mais pour nous, c'est vraiment important de prendre des produits québécois quand ils sont disponibles. Mais malheureusement, tous les autres produits viennent d'ailleurs. On a la galanga d'Afrique. On fait le tour du monde avec cette gin-là. Mais comme tu peux voir, on a un gin, mettons, le bleu, plus boréal classique qui se boit en gin tonic. On a le rouge qui est floral, fruité, fun de faire des cocktails. Puis le noir, que lui, c'est plus faire des martinis, boire sur glace, vraiment en dégustation pure. Tu ne veux pas qu'un tonic vienne trop le modifier. Fait que finalement, en faisant ça, on fait plaisir à plein de gens différents. C'est un petit peu ça l'idée aussi, c'est de se dire comment faire pour arriver dans des créneaux qui vont plaire à différents goûts. OK. Puis parlant de tonic, est-ce que vous avez, à force, comme pas d'essai-erreur, mais à force d'en goûter plusieurs, est-ce qu'il y en a un tonic qui fit plus avec un de vos produits, un autre tonic avec plus un autre? C'est sûr que, moi, je suis un petit peu le puriste souvent que je vois ça, honnêtement, là, avec de l'eau pétillante, des concombres. Bon, parce que je veux vraiment goûter à mes gins, mais je suis tout à fait conscient là, que la plupart des gens, c'est plus avec tonic. Donc, on travaille beaucoup avec les 1642 de Montréal, avec Littoral aussi, là, c'est ceux qui font les bières Bill Bucket, puis également Norrois, dans le fond. Après ça, on travaille avec Fever Tree. Puis, on travaille même aussi avec des sirops Coué qui viennent du Saguenay et Monsieur Cocktail qui vient de Québec. Fait que donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec toutes ces compagnies-là, on leur a envoyé nos bouteilles. Puis, on leur a demandé, c'est quoi selon vous qui match le plus? Puis là, ils nous sont revenus avec des recommandations, comme par exemple, le 1642, le classique, il va super bien avec le bleu, alors que le 1642 Yuzu, lui, il va vraiment bien avec le noir. Après ça, tu vois, le littoral hibiscus, il va bien avec le rouge, alors que le littoral pamplemousse, il va bien avec le noir. Donc, finalement, on a comme des recommandations comme ça, mais c'est certain que quand les gens viennent à la boutique, nous, on vend plein de tonics ici à la distillerie, on leur dit toujours, écoute, si tu achètes ce tonic-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon que les autres, il est juste meilleur avec lui. C'est quand même une question de goût. C'est ça. Donc, mais je te dirais, là, le bleu, c'est toujours plus des tonics classiques, parce que le bleu a déjà un goût qui va un peu te prendre, alors que le rouge, lui, je vais même l'aimer des fois plus avec des jus. Mettons, jus de canneberge, ou bien jus de pamplemousse, puis là, j'ajoute de l'eau pétillante. Fait que c'est pas tout à fait un tonic, mais étant donné que le rouge a comme le côté acidulé de la canneberge, c'est le fun d'y rajouter une petite touche de sucre. OK. Et puis là, les prochains produits qui s'en viennent, tantôt tu as parlé peut-être de whisky. Oui, bien là, le whisky, c'est sûr qu'on est vraiment au balbutiement. On n'est pas comme certaines autres distilleries que j'admire, que les autres ont parti il y a quelques années. On est vraiment en recherche-développement. On essaie encore différentes céréales. On est vraiment en train de faire des moonshine, là, finalement, donc de partir de grains en mode très... on a un petit alambic de 30 litres, puis on fait des tests. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va mettre encore notre premier whisky en barrique. Mais oui, c'est un rêve. Par contre, c'est ça, on ne veut pas commencer à le faire tant qu'on ne pourra pas se dire « ça y est, on a mis la main sur quelque chose qu'on aime, qu'on est fier ». Donc, on est encore en train de faire des tests de ce côté-là. On travaille, par contre, sur une liqueur. OK. Qui est top secret. Oui, c'est ça. Mais disons que le but, c'est que nous, c'est toujours important pour nous d'être le plus possible, avoir des produits québécois. Donc, on travaille avec un producteur local ici, pas loin, donc des maraîchers qui font des petits fruits. Oui, je vais le garder secret, quel fruit que c'est, mais c'est ça. Donc, comme ça, on peut vraiment dire que non, on n'a pas notre propre champ, parce qu'on est vraiment, nous, dans un quartier industriel à Québec. Par contre, à vol d'oiseau, on est environ à 3 km de l'endroit qui fabrique les fruits, qui font pousser. Ouais. Puis, as-tu une idée de quand ça peut sortir, ce produit-là, à peu près? Bien là, si tu m'avais posé la question aux environs du 13 mars, j'arrive de réponses super précises, à donner que là, on est
tout a décalé, je te dirais un peu, parce que là, je sais pas, à la SAQ, l'introduction de produits a été mise en pause pendant un certain temps. Donc, ça a un petit peu changé nos plans. Puis c'est certain que, tu sais, bon, comme n'importe qui, quand tu sors un produit, tu essaies de le sortir à un endroit un peu clé, soit avant Noël, soit avant l'été. Donc là, on est en train de se dire, bon, peut-être justement au courant de l'automne, ça pourrait être intéressant. Puis en même temps, bien, ça nous permettrait de prendre la dernière récolte de fruits qu'il y aurait eu pendant l'été. OK. Parfait. Fait qu'on va garder l'œil ouvert. Puis j'imagine sur votre page Facebook, puis tout, vous allez faire la publicité là, un petit peu avant que ça sorte. Oui. Ben, c'est ça. Puis là, ben, en fait, pour être franc avec toi, on hésite encore en deux modèles. On se dit soit qu'on y voit qu'il y a une petite production qu'on va juste vendre ici à la distillerie, OK. Prouver vraiment que les gens aiment ça, tout ça, puis faire une espèce d'engouement, ou bien on y va at large. Puis dans le fond, notre décision par rapport à ça, ça va être est-ce que les SAQ sont redevenus dans un mode normal? Parce que là, actuellement, nous, comme représentants, parce qu'on se représente nous-mêmes quand on va voir les SAQ, actuellement, il y a un moratoire qu'on n'a pas le droit même d'appeler ou d'aller les voir. Donc, tu sais, c'est pas une situation idéale pour lancer un produit, je te dirais, parce que bon, faut savoir que quand on lance un produit en SAQ, bien, la plupart des succursales ne feront pas de leur propre chef de rentrer ton produit. Il faut vraiment que tu ailles rencontrer le directeur de la succursale ou la personne qui s'occupe des achats pour un peu le sensibiliser à ton produit puis lui donner le goût de te faire rentrer. Donc, c'est ça, ce qui fait en sorte que si ça reste encore comme ça un certain temps, ça va un peu repousser notre projet, puis on va tout simplement finir par se dire, bon, on va le partir dans la distillerie, parce que ça, on peut se convaincre nous-mêmes de le faire, pas de problème. Ça fait plusieurs là, qui me disent « Ah, j'ai un produit juste pour chez nous. » Fait que, ça donne une petite touche de plus de fun d'aller vous voir encore et aller chercher le produit exclusif. Bien, il y a ça, c'est ça, exact. Fait que là, JP, tu vas nous faire une petite visite guidée un petit peu de ta distillerie? Oui, parfait. Donc là, je vais changer ma caméra pour prendre la caméra de l'autre côté de mon cellulaire pour vous montrer encore mieux de quoi ça a l'air. Donc, je suis au plein centre du bar. On a ici un superbe tableau, en fait, qui est à vendre. Donc, on est un peu comme un exposant pour la galerie, pour une galerie ici à Québec. Le bar est en forme de bateau, mais tantôt, on va le voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fresque au mur, comme vous voyez, qui se trouve à être là où le fjord du Saguenay vient rejoindre le Saint-Laurent, donc à Tadoussac, qui est un endroit que Jacques Cartier avait mentionné lors de ses voyages. Puis, donc, on se dit, c'est un peu comme si les gens, quand ils arrivent ici, c'est la dernière étape avant de réellement arriver à Stadaconé, c'est le fond d'être le petit arrêt que Jacques Cartier a fait à Tadoussac. Les gens qui viennent visiter ici, ce qu'ils voient en premier, c'est le jeu d'évasion. Donc, la visite est ludique. Elle commence par un petit jeu qui dure 15 minutes. Je vais vous montrer. On va rentrer dedans. Là, il était bien caché. Je vais allumer la lumière. Et voilà. Donc, les gens, jusqu'à 8 personnes, se retrouvent à être dans un bateau, carrément, là, qui était même fait selon des plans comme qu'ils pouvaient faire les bateaux au 16e siècle. On a un coffre au trésor que les gens doivent réussir à ouvrir. Et le capitaine, il est derrière cette porte-là. Il est malade du scorbut. Il peut donner des indications, mais on ne le verra jamais vraiment. Okay. Il faut trouver 5 médicaments pour le guérir. Donc, les gens, ils vont accéder à l'autre pièce à côté, qui est une maison longue amérindienne. Là, tu vois ici, on a même un des jeux. Il y a une sculpture qui a été faite par un artiste local ici à Limoilou. Superbe. Puis, on a vraiment, tu sais, un peu le style amérindien avec les épices qui sont en train de, les herbes qui sont en train de se faire sécher. Puis, le poste de traite. Donc, il y a différentes énigmes à faire. C'est vraiment le fun parce que, en tout et partout, 90% des gens sont capables de le faire dans le temps alloué. Quand c'est terminé, bien là, les gens, on les amène maintenant dans la distillerie. Donc, on part du jeu et on arrive directement dans la distillerie. Là, aujourd'hui, la distillerie n'est pas comme elle est normalement parce qu'on est en pleine production de gel aseptisant. Donc, on a beaucoup de... Vous voyez, les gros contenants, dans le fond, ça se trouve être de l'alcool exprès pour faire le gel. Donc, comme tu peux voir, c'est assez grand, de la place d'expansion. Ici, le mur avec toutes les briques, en fait, c'est des noms, c'est nos 40 copropriétaires de la distillerie. OK. C'est ici que le gin se fait, dans cet alambic-ci. C'est un alambic de 1000 litres. Donc, nous, pour l'instant, on ne prend pas malheureusement de l'alcool qu'on fait nous-mêmes. On est encore dans un mode où
on achète de l'alcool qui est fait par un sous-traitant à partir de maïs, puis on redistille l'alcool avec des aromates pour faire de gin. C'est sûr que quand tu fais du gin, ben, tu montes ton alcool à 95 %, ce qui fait que l'alcool n'a plus aucun goût. C'est définitivement les aromates qui donnent un goût. Ce qui fait que nous, notre rêve, c'est éventuellement de partir de céréales québécoises, faire notre alcool nous-mêmes, l'amener à 95 % puis faire la même recette. Ça va changer absolument rien au goût parce que, bon, encore une fois, si tu amènes ton alcool à 95 % tu vas amener complètement pur, complètement neutre. Mais c'est plus pour dire, pour l'économie locale, c'est dans nos valeurs, c'est vraiment important. C'est vraiment une question de coût. Je te dirais qu'au départ, l'équipement que ça prend pour partir du grain, et surtout, ici, moi, tu vois, j'ai un alambic avec 4 plateaux. 4 plateaux, c'est bon pour faire du whisky. Par contre, si je veux monter mon alcool jusqu'à 95 % j'ai plus besoin de 20 plateaux. Ce n'est pas le même prix. Donc, nous, dans notre plan de croissance, bien, éventuellement, quand nos ventes vont arriver à un certain niveau, ça va nous permettre d'avoir l'argent nécessaire pour acheter l'équipement pour la phase 2. Puis c'est pour ça que c'est en grand ici, parce qu'il va y avoir un autre alambic qui est près derrière moi, ce que je me tiens, que ça serait lui, l'alambic qui nous permettrait de faire notre alcool pur dans le but de faire notre gin et éventuellement peut-être de la vodka. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est sûr, tu as de la place en masse. Oui, effectivement. Non, c'est vraiment une belle boutique, là. C'est ça. Puis en fait, tu vois, quand tu es dans la boutique, tu vois l'alambic derrière toi. Oui, c'est un beau concept, ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a comme des colonnes avec chacun des produits. Puis là, ben, tu vois, il y a différentes sortes de toniques, de sirops. Donc, les gens qui viennent ici, ils peuvent acheter des verres, ils peuvent acheter des shakers, des doseurs, des livres. Donc, on a vraiment essayé d'être le plus possible un genre de one-stop shop. Que si tu viens ici, ce n'est pas juste pour acheter du gin, ça peut être pour tout ce qui l'accompagne. Mais mettons qu'on part du port de Québec, le centre-ville ou Grande Allée, c'est combien de temps à peu près? OK. Bien, dans le fond, à pied, c'est peut-être 10 minutes. C'est que en réalité, quand tu es au port de Québec, il y a une rivière qui arrive là qui s'appelle la rivière Saint-Charles. Puis Limoilou est juste de l'autre côté de la rivière. OK. Donc, c'est vraiment un quartier vraiment adjacent au Vieux-Québec. Parfait. Ben, un gros merci, JP. C'était vraiment intéressant. Ça donne vraiment le goût de découvrir les 3 produits, là, puis de voir une évolution dans les goûts des gens aussi. Là. Fait que tu en goûtes un, c'est le même gars qui fait l'autre, mais c'est complètement, on est ailleurs. Puis l'autre, ben, on est complètement vraiment ailleurs. Le noir, là, c'est international. Fait que c'est une belle petite expérience. Un gros merci de ce partage-là. Puis je te souhaite un bon succès pour la suite. Merci. Puis bonne dégustation à ceux qui ont envie de nous essayer. Donc, juste pour parler encore, de fond, les épices qu'il y a dans les gins, dans le bleu, comme je disais, c'est vraiment des plantes des herbes québécoises. Donc, on a ici le thé du Labrador, des feuilles, le thé des bois, puis le poivre des dunes, qui est ici, qui a l'air un peu d'une petite cocotte. Après ça, c'est sûr que je pourrais vous parler, total de rose, etc., mais je vais aller plus vite. C'est à la conille rouge, lui, on a de la canneberge séchée, puis de la fleur de sureau séché qui est ici en jaune. Les feuilles que vous voyez, c'est les feuilles de laurier. Et le noir, dans l'exotisme, ben là, la fameuse baie de Tasmanie que je parlais tout à l'heure, ça ressemble à du poivre noir. Puis la feuille de Combava, ben c'est un peu comme des feuilles d'oranger.